Et du coup, on passe à Great Balls of Fire. Et en plus, ce pay-per-view Great Balls of Fire, en vrai, j'ai quand même bien aimé le pay-per-view, en vrai. Je pense que c'est même un pay-per-view assez sous-coté, hein, c'est mon propre opinion. Hein. Déjà, il y avait le championnat Cruiserweight défendu, ça, voilà, quoi. Neville contre Akira Tozawa qui en a à foutre. Je pense à ce moment-là, Akira Tozawa, il était managé par Tulius O'Neill et Apollo Crews, comme ça, il y avait une idée de mettre en avant Akira Tozawa, bref. Et genre, ça va un peu marcher vu qu'il va battre Neville à SummerSlam, si je me trompe pas, pour le championnat Cruiserweight. Donc, ouais, au moins, il y a une idée, il y a une storyline à peu près, et ça aboutit à quelque chose. Donc, ça, on peut leur donner, vu que c'est quand même le plus bas des plus bas de la carte. Donc, voilà, quoi. Après, l'opener, c'est Bray Wyatt contre Seth Rollins. Ouf. Puis après, il y a Big Cass contre Enzo, vu qu'il y avait une storyline sur qui a attaqué Enzo Amore. Et en gros, Big Cass, après, dans un random Raw, il a révélé que c'était lui qui avait attaqué Enzo. Il a commencé à l'enterrer au micro, disant que il a toujours été un point mort pour lui. Un point mort qui l'a empêché d'atteindre son potentiel au complet. Et du coup, Big Cass, voilà, va battre Enzo Amore. Puis après, Enzo Amore va s'aligner avec Big Show pour affronter Big Cass. Bref, ça va mener à un match atroce, comme ça, plus tard. On y revient. Il y a aussi un Iron Man match entre The Bar et les Hardy Boys pour les championnats par équipe de Raw. Vraiment, les Hardy Boys étaient en train de charbonner, hein, alors qu'ils étaient dans leur quarantaine à ce moment-là. Hein. Ils étaient en train de charbonner dans la division par équipe. Genre, la division par équipe voulait dire quelque chose en 2017. T'avais pas Nathan Fraser et Axiom, ou les Motor City Machine Gun que j'aime bien, oui, mais qui font rien d'intéressant. Et ça, tu peux blâmer ça par rapport au booking, oui, mais aussi du fait que ces deux équipes sont interchangeables. Littéralement, tu les mets champion par équipe, y a rien qui va changer en fait. Si tu mets The Bar champion par équipe, et si tu mets les Hardy Boys champion par équipe, là tu verras une différence, déjà par le style, par le gabarit, par les catcheurs qui sont mis, et bref, voilà quoi. Puis après, il y a eu un match Sasha Banks contre Alexa Bliss pour le championnat féminin de Raw. Sasha Banks bat Alexa Bliss par décompte à l'extérieur. Alexa Bliss conserve le titre. Puis après, il y a The Miz qui conserve le titre face à Dean Ambrose. C'était un peu la storyline Dean Ambrose et The Miz, parce que Dean Ambrose, en fait, c'était un peu le lunatique qui commence à du dit The Miz de nulle part, comme ça. Bref, c'était assez intéressant dans la mid-card. The Miz, il conservait son titre intercontinental. Et The Miz, en tant que champion intercontinental, faut le dire, hein, il a clairement levé Raw. Surtout quand Brock Lesnar, en fait, il venait quasi jamais à Raw. Et genre, The Miz, en fait, il commençait à établir le championnat intercontinental comme un championnat central à Raw, en fait. Genre, il est en train de lever le show, The Miz. Et genre, maintenant, par rapport à tout son travail qu'il a fait, dans l'entièreté de sa carrière même, on le remercie en le mettant en feud avec Carmelo Hayes, qui est clairement inférieur à The Miz, et en le traitant comme un putain de jobber. Donc voilà quoi, le Miz, c'est inacceptable son traitement. Hein. Puis après, il y a le meilleur match de la soirée, Braun Strowman contre Roman Reigns dans un match ambulance. Putain, ce match était incroyable. Et en vrai, c'est surtout ce qui s'est passé après match, en fait, qui a intéressé le plus les gens, en fait. Parce que Braun Strowman, il a gagné le match, certes. En plus, c'est un peu d'une manière un peu bizarre, vu que c'est Roman Reigns qui voulait le faire une spear, et Braun Strowman l'a juste jeté Enfin, il a juste esquivé Roman Reigns et jeté dans la camionnette, et fermé la camionnette et gagné le match. Et après, Roman Reigns, il est sorti de la camionnette, il a comme spear Braun Strowman, il l'a remis dans la camionnette, malgré le fait qu'il a perdu le match. Après, il a conduit la camionnette et il a foncé directement dans un mur backstage et il a écrasé Braun Strowman qui était encore dans la camionnette. En fait, ce moment, en fait, il m'a directement rappelé quelque chose qui sortait tout droit de l'Attitude Era, en fait. Parce que t'avais des trucs de malade comme ça qui se passaient, et t'étais en mode, oh putain, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Et genre, c'est clairement l'impression que ça a donné. Et genre, en fait, après ça, après ce qui s'est passé avec la camionnette, il y a Braun Strowman qui est sorti comme un mort-vivant de la camionnette. Et genre, il continue à marcher par rapport à ça. Et genre, Braun Strowman, il est sorti big time over par rapport à ça. Et dans le kayfabe, en fait, ça faisait parfaitement du sens, en fait, de Roman Reigns de faire ça, en fait. Parce que c'est littéralement Braun Strowman qui essayait de tuer Roman Reigns chaque semaine, et Roman Reigns, il est en mode, attends une seconde, le gars, il veut me tuer, en fait. Mieux vaut que je le tue avant qu'il me tue, en fait. Et genre, il a essayé de le tuer, et ça n'a pas marché. Et ça a juste énervé Braun Strowman encore plus. Mais bref,
Puis après, par la suite, il y a eu le Brock Lesnar contre Samoa Joe. Et d'ailleurs, l'entièreté de la storyline Brock Lesnar Samoa Joe était extrêmement intéressante. Parce qu'en vrai, c'était juste Samoa Joe en fait qui confrontait Brock Lesnar et il en avait rien à foutre. Il en avait rien à foutre, il disait je vais juste t'endormir, j'ai juste besoin de t'endormir en fait. Et genre en fait, il venait en fait avec aucune pression face à Brock Lesnar. Et il commençait à menacer Paul Heyman en disant ouais, tu fais gaffe toi, parce que toi aussi j'étais dans le visard. Donc des trucs comme ça quoi. Et aussi dans le Go Home Show, si je me trompe pas, il avait endormi Paul Heyman vu que Brock Lesnar n'était pas là. Donc c'était aussi incroyable. Mais bref, le match il était quand même bof, moyen. Genre ça a commencé de manière intense, puis après c'est devenu un ventre mou au milieu, puis après ça s'est terminé de manière voilà intense j'imagine. Parce que genre ça commence avec Samoa Joe qui attaque Brock Lesnar de derrière. Puis après le porte une Uranagi directement à travers la table des commentateurs. Puis après, dès que Brock Lesnar se relève de l'Uranagi et va dans le ring, Samoa Joe l'enchaîne des kicks. Puis après il claque une cochlina clutch et Brock Lesnar il commence à perdre connaissance comme ça. Puis après il s'en débarrasse. Puis après c'est Samoa Joe qui se fait dominer un peu par Brock Lesnar. Et qui retente quelquefois une cochlina clutch. Jusqu'à ce que il retente une cochlina clutch. Mais Brock Lesnar contre directement avec une F5 et puis bat clean pour le championnat et conserver le titre. Donc voilà, c'était ça le match. Et ça a duré 6 minutes. Donc voilà, c'était court, mais ça a fait le taf. Et j'ai entendu des gens qui se plaignaient que Samoa Joe n'avait pas gagné le match. À un moment, c'est Brock Lesnar, quoi. Genre, Samoa Joe qui gagne le match face à Brock Lesnar, c'est de la folie, quoi. Genre, c'est vraiment juste de la folie, quoi. Puis après, à SmackDown, il y a eu Battleground 2017, qui était un show atroce. Le seul truc de note qu'on peut retenir de ce pay-per-view, c'est Jinder Mahal, qui conserve le titre face à Randy Orton dans un Punjabi prison match, où Great Khali fait son retour de nulle part pour aider Jinder Mahal. Ok. Ok. Ouais, parce que dans le match, les Sunil Singh, ils ont pris cher dans ce match, en fait. C'est les Sunil Singh qui essayaient d'aider Jinder Mahal, et genre, ils se faisaient passer à travers les tables de commentateurs du haut de la cage. Bref, c'était un match assez insane, mais c'était un peu chiant, pour être honnête. Puis après, on passe du coup à SummerSlam. Et SummerSlam 2017, de mes souvenirs, j'avais pas trop aimé le pay-per-view, mais en vrai, il était pas si mauvais. En tout cas, le main event, il a clairement sauvé le show, quoi. Parce que le main event, j'y reviens par après, on va y revenir par après. D'abord, l'opener, c'était Baron Corbin contre John Cena. Et c'est l'une des rares victoires de John Cena à SummerSlam, parce qu'il a battu Baron Corbin. Et ils étaient en train de s'affronter parce que genre John Cena était intervenu dans la tentative de cash-in de Baron Corbin contre Jinder Mahal et il a coûté la victoire, bref, voilà. Et après, il y a eu Naomi contre Natalya pour le championnat féminin de SmackDown. Natalya, elle a gagné le match. Et j'étais en mode, ah ouais, Natalya, elle ressent un push d'un coup. Donc ça m'a un peu pris de surprise parce que j'étais en mode, ah ouais, donc ils veulent pusher Natalya d'un coup, donc voilà. Puis après, le match qui suit, Big Cass, Big Show. Ouais, Enzo il était dans une cage comme Chris Jericho au Royal Rumble. Et Enzo il s'est échappé de la cage et il se fait big boot par Big Cass. Big Show, si je me trompe pas, il avait une main blessée, un truc comme ça, bref. Mais Big Cass il a gagné le match. Puis après, il y a eu Randy Orton qui bat Rusev en 10 secondes. Bref, c'était débile. Rusev il avait attaqué Randy Orton de dos, si je me trompe pas. Et après, Rusev, il a essayé d'attaquer Orton et Orton l'a RKO de Out of Nowhere. Et il a gagné le match. Du coup, par après, il y a eu Sasha Banks qui bat Alexa Bliss pour le championnat de Raw. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu un rematch à Raw le lendemain, où elle a littéralement enterré Sasha Banks en disant que Sasha Banks perd son championnat dans toutes ses premières défenses et rien ne va changer là maintenant. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Alexa Bliss bat clean Sasha Banks et le règne de Sasha Banks dure genre un jour. Voilà quoi. Puis après il y a eu Finn Balor, Demon King contre Bray Wyatt. Finn Balor, Demon King a gagné le match. Puis après il y a eu la reformation du Shield. En tout cas, 2/3 du Shield. Dean Ambrose et Seth Rollins. Et du coup, c'était pour affronter The Bar, qui était champion par équipe de Raw.
Il y avait 1 milliard de matchs entre les deux équipes à Raw, et 1 milliard de matchs singuliers où t'avais Seth Rollins contre Cesaro, Dean Ambrose contre Sheamus, Seth Rollins contre Sheamus, Dean Ambrose contre Cesaro à Raw chaque semaine. C'était un peu chiant, mais bref. Du coup, Seth Rollins et Dean Ambrose battent de Bar pour devenir champion par équipe de Raw. C'était un feel-good moment. Et ça allait donner la prémisse de ce qui allait arriver par la suite de l'année avec la reformation entière du Shield. Bref, voilà. Puis après, il y avait AJ Styles qui conserve le titre US face à Kevin Owens. C'était Shane McMahon qui était l'arbitre spécial. Et du coup, ça va donner la rivalité entre Kevin Owens et Shane McMahon par la suite. Puis après, il y a Jinder Mahal qui défend le titre face à Shinsuke Nakamura. Il conserve. Ok. Puis après, il y a Brock Lesnar qui défend le titre dans sa Fatal 4-Way impliquant Roman Reigns, Braun Strowman et Samoa Joe. Et le build-up de ce match, il était insane parce qu'il y avait eu une promo à Raw où c'était Brock Lesnar, Roman Reigns et Samoa Joe dans le ring. Et genre Brock Lesnar, il avait d'abord confronté Roman Reigns parce que Roman Reigns voulait l'affronter à SummerSlam et Brock Lesnar avait dit "You don't deserve shit, buddy." Et genre le public avait popé. Et puis après, Samoa Joe il est venu, il a changé directement l'atmosphère dans le ring. Et genre il a enterré Roman Reigns au micro. Puis après il s'est confronté à Brock Lesnar. Et genre ils ont commencé à legit se cogner le front comme ça, genre de manière archi énervée. Genre c'était... En fait ça avait l'air tellement réel en fait. Il y avait une intensité d'un coup qui s'était créée. Genre parce que Samoa Joe il commençait à aller au micro comme ça. Et puis Brock Lesnar il commençait à confronter son visage comme ça en mode... Comme ça, genre c'était insane. Ça avait l'air réel. Il y a vraiment un manque de ça là maintenant. Dans le catch. Et en plus, c'était juste après que Samoa Joe avait jobé clean face à Brock Lesnar à Great Balls of Fire. Et genre, en fait, Samoa Joe, il était crédible face à Brock Lesnar par rapport à la manière dont il parlait, et par rapport à la manière dont il avait rien à foutre, en fait. Et genre, c'était vraiment, je trouve, ce qui était très intéressant par rapport à Samoa Joe dans ce run en 2017. Et genre, il y avait un moment où Brock Lesnar, il était en train de trash talk Roman Reigns, et puis Samoa Joe, il était en mode... regarde-moi quand je te parle, ou tu vas me forcer à être direct là maintenant. Et genre, tout le monde était en mode, oula, qu'est-ce qui se passe là? Genre, t'as une carte, un gars, les points ils étaient en mode, qu'est-ce qui se passe? Et bref. Et du coup, ce match à SummerSlam, ce Fatal 4-Way, franchement, c'est le meilleur Fatal 4-Way de tous les temps. J'en ai rien à foutre. Jack Perry, MJF, Darby Allin, Sammy Guevara, le meilleur Fatal 4-Way. Non, c'est pas cette merde. C'est ce Fatal 4-Way de SummerSlam 2017 qui est le meilleur Fatal 4-Way de tous les temps. Je ne veux rien entendre. Faut regarder vraiment ce match. Parce que ce Fatal 4-Way, il avait tout. Il avait l'intensité, il avait le star power, il avait le suspense, la non-prédictabilité. Genre, c'était parfait. En fait, il y avait un moment où Braun Strowman Power Slam Brock Lesnar à travers une table de commentateurs. Et après, il avait pris la seconde table des commentateurs et il l'avait renversé directement sur Brock Lesnar. Et genre, Brock Lesnar, il était out. Et t'étais en mode, putain, ça veut dire que le championnat universel, il peut changer des mains. Et Brock Lesnar ne pourra même plus être dans le match, en fait, pour empêcher ça. Et d'un coup d'un seul, Brock Lesnar, il est revenu comme ça d'un coup, comme un badass. Et il a gagné le match. Et pour moi, j'étais en mode, putain, Brock Lesnar à ce moment-là, il est un tuner parce qu'il a feudé avec Samoa Joe qui agissait comme un heel. Et il y a Roman Reigns qui est hué par le public. Et il y a Braun Strowman qui est un peu cher, mais genre Brock Lesnar, il est un peu dans une situation où il est twinner, mais cher par le public, quoi. Genre les gens sont excités de le voir. Donc c'est ça que je veux dire. Et bref, en plus de ça, par la suite, ce match a mené à ce que Brock Lesnar ait une haine face à Braun Strowman par rapport à ce qu'il a fait avec la table des annonceurs, tout ça là. Vu que Brock Lesnar, il avait gagné le match en pinant Roman Reigns, si je me trompe pas, il n'avait pas pin Braun Strowman. Donc du coup, il avait toujours cette haine contre Braun Strowman, vu qu'il n'avait pas eu sa revanche sur lui. Et ça va mener du coup à un nouveau affrontement à No Mercy entre Brock Lesnar et Braun Strowman. Et c'est le déclin de Braun Strowman dans la carrière de Braun Strowman, ce match. Parce que c'est Brock Lesnar qui va battre clean Braun Strowman pour le championnat universel. Et c'est aussi à ce No Mercy qu'on a eu Roman Reigns qui affronte pour la première fois John Cena en 1 contre 1. Et on a eu ça à Random No Mercy. Genre de nos jours, c'est une affiche qu'ils auraient gardée pour WrestleMania. Là, on a eu à Random No Mercy. Et
Ça, on peut dire clairement merci à la WWE en 2017 de ne pas avoir priorisé une simple affiche pour un gros pay-per-view. Donc voilà. Et aussi, le build-up de ce match, c'est dont je parlais avec la dynamique de Roman Reigns, très intéressant. Parce que t'avais Roman Reigns qui se faisait huer de plus en plus par les fans. Et John Cena, en fait, il avait déjà vécu ça. Et du coup, t'avais ce match entre deux personnes à peu près similaires dans la manière dont la WWE a booké un nouveau visage de la compagnie. Sauf que dans cette storyline, en fait, c'est John Cena qui a exposé littéralement Roman Reigns en l'enterrant au micro et en montrant clairement que les standards à son époque sont clairement plus hauts que les standards à l'époque actuelle de Roman Reigns. Parce que bien évidemment John Cena est 1000 fois mieux que Roman Reigns. Et genre ce segment avec la signature de contrat pour le match à No Mercy, en fait c'est juste John Cena qui enterre Roman Reigns pendant 10 minutes en fait. Genre ce segment il était même limite triste en fait pour Roman Reigns. Parce que c'était John Cena qui commençait à enterrer Roman Reigns avec juste des réalités en fait. Il commençait à le dire, je suis encore là parce que tu peux pas faire ton job. Ou sinon, je peux faire ton job part-timer mieux que tu pourras jamais le faire full-timer. Et Roman Reigns, il commence à essayer de renchaîner au micro, il commence à bégayer ses mots, il commence aussi à juste perdre la parole. Il y avait un moment, il savait même plus quoi dire en fait. Et John Cena l'a enterré encore une fois en disant, mais ça c'est une promo en fait, Roman. Si tu veux être le big dog, tu dois apprendre à le faire, donc vas-y. Juste vas-y. Et genre si je me rappelle bien, c'était The Club, Carl Anderson et Luke Gallows qui avaient interrompu le segment et ça a mené à un match impromptu par équipe avec Roman Reigns et John Cena contre Carl Anderson et Luke Gallows. Et ils ont bien sûr gagné le match, mais bref, c'est pas ça le sujet. Et du coup, c'est No Mercy le sujet. Et dans No Mercy, il y a eu plein de matchs inutiles. Il y a eu The Miz contre Jason Jordan pour le championnat intercontinental. T'as tout le truc avec Jason Jordan. Ah, c'est le fils illégitime de Kurt Angle, c'était stupide. Et Jason Jordan, le personnage de Jason Jordan, en fait, c'était Bayley, mais chez les gars, en fait. Genre, en gros, c'était juste un gars qui pleurait. Et genre, qui était en mode, Papa, donne-moi cette opportunité. Tu m'as oublié pendant toute mon enfance. Maintenant qu'on est ensemble, je veux pas que tu m'oublies encore une fois. Bref, c'était un truc de gaulerie comme ça, bref. L'entièreté du personnage de Jason Jordan, c'était agir comme un gamin, donc voilà. Du coup, il a perdu contre The Miz pour le championnat intercontinental. Faut dire, Jason Jordan, c'était quand même un assez bon catcheur, vu qu'il était quand même assez athlétique, assez puissant, tout ça, donc on va le donner crédit pour ça, au moins. Puis après, il y a eu Finn Balor contre Bray Wyatt. Finn Balor régulier qui bat Bray Wyatt cette fois-ci. Après, il y a eu Dean Ambrose et Sheamus qui battent Seth Rollins. Ah non, je bats... ouais. Seth Rollins et Dean Ambrose qui battent Cesaro et Sheamus pour les championnats par équipe. Et c'est aussi le match où Cesaro s'est enfoncé les dents en tapant la mâchoire sur le poteau. Bref, c'était dégueulasse hein, par contre. Et genre, il a dû porter des protections sur les dents pendant genre 3 ans ou je sais pas quoi. Peut-être à un moment c'est devenu juste sa gimmick de porter ça, mais voilà. En tout cas, il portait ça à partir de ce moment-là. Puis après, Alexa Bliss défend son championnat féminin de Raw dans un Fatal 5-Way contre Sasha Banks, Bayley, Nia Jax et Emma. Ouais, vous vous rappelez de Emma, mais voilà. Et du coup, elle conserve le titre. Voilà, pas de suspense. Et après, Roman Reigns, il affronte John Cena et il le bat. C'était un bon match, franchement. C'était vraiment un bon match. Puis après, il y a Enzo qui bat Neville pour devenir le champion cruiserweight de la WWE. Et il y a beaucoup de gens qui aimaient pas le fait que Enzo Amore devenait champion de cruiserweight et que ça détruisait l'intégrité du championnat cruiserweight. En vrai, il n'y a jamais eu d'intégrité hein, pour le championnat cruiserweight. Hein. Le dernier champion réel cruiserweight, c'était Hornswoggle. Donc, quelle intégrité? Le championnat cruiserweight n'a jamais été pris au sérieux. C'était de la comédie pendant une grosse partie de son histoire. C'est juste en 2016, ils ont essayé de faire un tournoi comme ça, The Cruiserweight Wrestling Classic ou je sais plus quoi, où du coup ils ont fait ce massif tournoi où genre le work rate il est important, bref. Et ils ont rétabli une division 205 live, comme ça, indépendante. Ils ont réalisé qu'il n'y avait personne qui allait regarder, donc ils l'ont mis à Raw dans la 3e heure, ou la 2e heure, bref. Et il y avait toujours personne qui regardait. Et du coup, ils ont mis ça à NXT, personne regardait, et ils ont abandonné le projet, simplement. Et du coup, Brock Lesnar, Braun Strowman vient d'en parler, donc du coup, on passe à autre chose.
D'ailleurs, ce que je retiens de bien avec Seth Rollins et Dean Ambrose qui sont devenus champions par équipe de Raw, en fait, c'est qu'on a eu, dans un Raw aléatoire, on a eu Seth Rollins et Dean Ambrose contre les Hardy Boys. Et je suis en mode, what the fuck? On a ça dans un Raw aléatoire, c'était un excellent match en plus. Mais bref. Puis on passe à Hell in a Cell, qui était exclusif à SmackDown. Et le seul truc important dont on a parlé dans ce pay-per-view, c'est Kevin Owens qui affronte Shane McMahon dans un Hell in a Cell. Et le fait que Shane McMahon il a pris encore un massive bump durant l'année 2017 du haut de la cage Hell in a Cell. Franchement, Shane McMahon, il reçoit jamais assez ses fleurs pour ce qu'il a fait pour le business, malgré le fait que c'est le fils du patron, quoi. Donc voilà. Et c'est du coup Kevin Owens qui a gagné le match après une intervention de Sami Zayn. Et après, par la suite, on a du coup TLC 2017. Et ce pay-per-view, je l'ai vraiment adoré, ce pay-per-view. Parce que le main event, on va y reparler, il était excellent. J'ai adoré le putain de main event. Mais du coup, le show, il ouvre avec Asuka qui a son premier match dans le main roster contre Emma. Ouais, en fait, il y avait eu genre un six-pack challenge ou un truc comme ça à Raw pour savoir qui allait affronter Asuka dans son premier match en pay-per-view. Bref, il y avait toute une hype en fait qui avait été faite pour présenter Asuka dans le main roster et en fait ça a été très bien fait vu que c'était encore au moment où Asuka elle avait sa streak et du coup elle a affronté Emma dans son premier match. C'était un peu bizarre, j'étais en mode the fuck, Emma. Bref, et du coup Asuka l'a battu clean, c'était prédictable, bref. Mais voilà quoi, un premier match, c'est un premier match. Et après, il y a un match Cruiserweight par équipe, rien à foutre. Et après, il y a Alexa Bliss qui conserve son titre face à Mickie James. Je me rappelle la storyline, c'était Alexa Bliss qui appelait Mickie James vieille. C'était un peu bizarre vu que Mickie James à ce moment-là, elle avait genre 36 ans quoi. Genre c'est l'âge de... C'est presque l'âge de Grayson Waller. Et genre les gens disent que Grayson Waller c'est une star à en devenir. Genre avait un an de plus que Grayson Waller quoi à ce moment-là. Donc voilà, c'est très étrange. Et après par la suite, il y a Enzo Amore qui perd... Non, qui bat Kalisto pour le championnat Cruiserweight. Je pense avant ça, il y avait genre Kalisto dans un Raw random comme ça. Il avait été introduit à 205 Live. Et genre vu que Enzo en fait il avait take over l'entièreté de 205 Live. Et il avait fait une stipulation de sorte que toutes les personnes de 205 Live en fait ne peuvent plus l'affronter pour le championnat s'il l'attaque ou un truc comme ça. Et genre il l'avait attaqué, du coup plus personne pouvait l'affronter. Et ils ont introduit Kalisto et genre Kalisto l'avait battu pour le championnat Cruiserweight. Bref. C'est clairement le run le plus intéressant de 205 Live. Hein. C'est clairement quand Enzo est arrivé. Hein. Parce que sinon c'était juste des matchs random, aléatoires comme ça. De oh le Warcraft qu'on a à foutre. Donc bref, Enzo du coup il bat Kalisto pour redevenir champion Cruiserweight. Puis après Enzo il va rendre vacant le championnat après les accusations qu'il y a sur lui, bref. Voilà quoi. Et après, par la suite, il devait avoir un match entre Finn Balor, Demon King contre Bray Wyatt, Sister Abigail. Dieu merci, on a eu AJ Styles à la place. Parce que à ce point-là, j'en avais eu ras le bol d'avoir Finn Balor et Bray Wyatt à chaque pay-per-view. Genre ça allait être leur troisième match. Et genre, Bray Wyatt, il allait venir en Sister Abigail. Genre quoi, il allait venir habillé en femme. Genre, ça aurait fait aucun sens, mais bref. Puis après, il y a eu Jason Jordan qui bat Nia, super, y'en a à foutre. Puis après, le main event, The Shield contre The Miz, The Bar, Braun Strowman et Kane. Et ce match, c'était excellent. En fait, c'était le match le plus aléatoire sur papier, mais qui a donné le résultat le plus divertissant et le plus excitant possible, en fait. De base, en fait, Kurt Angle, il a remplacé Roman Reigns, vu que Roman Reigns a été testé positif ou un truc comme ça. Bref, il avait mal fait un test et genre, bref, il a été suspendu, je sais pas quoi. Et du coup, Kurt Angle l'a remplacé. Et ça nous a donné ce banger. À ce moment-là, en plus, Kane, il était revenu à la WWE et il était rebooké comme si on était en 2004, en fait. Genre, il était rebooké de manière sérieuse. Et en gros, on avait booké de cette manière parce que il devait à peu près confronter Braun Strowman. Et genre, durant le match, en fait, Kane, il va se rebeller contre Braun Strowman. Et ce qui va se passer, c'est que genre, il va chokeslam Braun Strowman du haut de la rampe ou un truc comme ça. Et genre, après, il va couper une corde. Et genre, il y avait tout plein de chaises qui étaient empilées dans le stage d'entrée. Genre, toutes les chaises sont tombées directement sur Braun Strowman. Et genre, ça avait l'air massivement violent.
Et genre Braun Strowman, par après, à un moment, il est revenu dans le match, du coup. Et du coup, The Bar, Kane, The Miz, ils se sont rassemblés à 4 pour se débarrasser de Braun Strowman et ils l'ont mis dans une benne à ordures. Et du coup, en fait, ça a donné, du coup, une crédibilité pour The Shield de prendre l'avantage et gagner le match par après, en fait. Parce que, genre, l'entièreté des 5, ils étaient pas alignés de manière solide pour être dominants face aux 3 autres, en fait. Et du coup, il y a un moment où Kurt Angle se fait genre tabasser par The Bar, ou se fait passer à travers une table. Et puis d'un coup, il revient en fait par après. Moi, j'utilisais beaucoup ce truc en 2017, ça je vais quand même le dire. Mais ce match était massivement, et je dis bien massivement divertissant. C'est vraiment un match, encore une fois, sous-coté en 2017. Et aussi, du coup, le match est terminé avec le Shield qui fait un triple powerbomb avec Kurt Angle, du coup. Et puis le pin 1, 2, 3, et c'était vraiment un feel-good moment. Hein. C'est vraiment un très bon match. Hein. Je le conseille vraiment de le regarder, ce match. Hein. Et en plus, ce match, par la suite, il aura un peu de continuité avec Kurt Angle qui est aligné au Shield. Vous allez voir. Parce que le pay-per-view qui suit, c'est Survivor Series 2017. Et bon sang de bois, Survivor Series 2017, j'ai adoré le build-up. J'ai adoré. C'est vraiment à ce moment-là où j'étais en mode Raw et SmackDown avaient une identité. Et genre, ça avait vraiment l'air d'une guerre, en fait. Parce que ça a premièrement commencé avec... je pense que c'était les McMahon qui étaient arrivés avec... Shane McMahon qui était arrivé en mode... Non, 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 attends. Ouais, c'était à Raw, du coup. Shane McMahon était arrivé pour faire face à Kurt Angle. Il était arrivé avec tout le roster de SmackDown. Et il a dit, du coup, à Kurt Angle que... Ouais, il prend pas le Survivor Series... à la légère, quoi. Et genre, si sa brand est la meilleure, sa brand sera la meilleure. Et du coup, il a assiégé Raw, quoi. Et du coup, ils essayaient de retrouver Kurt Angle pendant l'entièreté du show. Et en même temps qu'ils essayaient de chercher Kurt Angle, ils sont allés backstage et ils commençaient à tabasser toutes les personnes du roster de Raw. Et genre, il y a même un moment où, genre, The Shield, ils étaient cachés comme ça. Enfin, Rollins et Ambrose, ils étaient cachés en haut, comme ça, dans un endroit. Après, ils ont sauté sur le roster de SmackDown. C'était vraiment une bonne touche, mais ils se sont fait tabasser par après. Donc, voilà. Et du coup, par la suite, Raw va répondre en retour à cet assaut de SmackDown. Et ça va être l'anarchie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, d'abord, dans l'assaut de Raw et SmackDown, en fait, il y a un moment où, genre, Dean Ambrose et Seth Rollins, ils défendent leur titre de champion de Raw face à The Bar. Et genre, il y a le New Day qui sort de nulle part pour coûter leur victoire, en fait. Et genre, voilà, quoi. Je me rappelle, ça m'avait un peu énervé vu que j'avais quand même envie de voir Rollins et Ambrose contre les Usos, vu que les Usos à ce moment-là, ils étaient champions par équipe de SmackDown. Donc je voulais trop voir ça en fait. Surtout par rapport au fait que Roman Reigns, il est aussi pote avec les Usos, et du coup, ça pouvait créer un peu une storyline par rapport à ça, bref. Mais on n'a pas eu ça, à la place, on a eu le Shield contre le New Day. Et du coup, l'assaut de Raw sur SmackDown, c'était badass parce que genre, t'avais tout le roster de Raw qui était venu au match du New Day contre Sami Zayn et Kevin Owens. Et genre, Sami Zayn et Kevin Owens, en fait, ils étaient un peu en position de outsider. Vu que genre, ils étaient un peu contre l'autorité de Shane McMahon, tout ça. Et du coup, ils étaient dans un camp un peu rebelle. Et ils avaient fait faux banc, du coup, au New Day. Et ils se sont fait tabasser par le Shield, du coup. Et après, il y a eu toute cette bagarre comme ça avec le roster de SmackDown qui vient, le roster de Raw qui vient. Et après, Kurt Angle qui amène Braun Strowman comme s'il amenait un camion. C'était incroyable. Et Braun Strowman fait le ménage. Et après, le roster de Raw commence à tabasser les gens de SmackDown. Ils prennent Shane. Puis Kurt Angle commence à crier sur le visage de Shane en le postillonnant sur le visage. Après, ils le font un triple powerbomb. Puis après, Kurt Angle fait son finisher, le Angle Slam sur Shane McMahon. Et ils envoient clairement un message que Raw ne va pas rigoler face à SmackDown à Survivor Series. Pour moi, c'est clairement comme ça que tu builds Survivor Series. C'est clairement ce qui me manque avec Survivor Series. La légitimité des brands. L'idée qu'une brand va être supérieure à une autre. Là, en fait, là maintenant, t'as Wargame, où il n'y a aucune légitimité des brands, où tu dois juste faire, chaque année, 2 équipes random pour affronter une autre équipe random. Sans aucune raison. Juste parce que, il est temps de Wargame maintenant. Ça commence à m'énerver, mais bref. Du coup, la carte de Survivor Series, ça a eu The Shield qui bat le New Day, c'était un très bon match. Le Survivor Series par équipe féminin. C'était... whatever. Le champion contre champion, Baron Corbin contre The Miz, j'ai skip.
J'ai skip, mais bref, j'ai pas trop payé attention à ce match. Il y a 8 ans. Donc voilà. Les Usos qui battent The Bar. C'était quand même un bon match, hein, à mon propre opinion. Mais je voulais quand même voir Rollins contre Ambrose, contre les Usos, quoi. Donc j'avais un peu le seum par rapport à ce match. Puis après, il y a eu Charlotte Flair qui bat Alexa Bliss. C'était quand même un assez bon match. Puis après, il y a eu Brock Lesnar contre AJ Styles. C'était un excellent match. C'était vraiment un excellent match, celui-là. Puis après, il y a eu le main event. Team Raw contre Team SmackDown. Et en fait, ce qui s'est passé dans le build-up pour Team Raw, c'est qu'il y avait Jason Jordan qui avait demandé à son père, Kurt Angle, de rejoindre l'équipe de Raw. Et Triple H, en fait, il est venu, il a enterré Jason Jordan. Après, il a pedigree au milieu du ring, quoi. Et au début, la première fois que j'avais vu ça, en fait, j'étais en mode « Ah, super, merci Triple H ». J'avais pas envie de voir Jason Jordan catcher, hein. Mais là, en fait, en regardant ça, maintenant avec un œil beaucoup plus critique et en sachant le bougre derrière ce putain de Triple H, Paul Levesque, je suis en mode, il vient d'enterrer Jason Jordan, un putain de jeune talent qui avait l'opportunité de faire partie de l'équipe de Team Raw et d'avoir une exposition en pay-per-view juste pour faire partie de l'équipe et de se mettre encore plus en avant, ce putain de connard, en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, le match Survivor Series, j'avais aimé la première fois, mais je l'ai re-regardé, je suis en mode putain, je déteste. Parce qu'en fait, dans le match, en fait, t'as Triple H qui commence à faire des face-off bizarres comme ça avec ses gars de NXT Warrior. Ah, face-off avec Bobby Roode. Ah, face-off avec Shinsuke. J'en ai rien, personne n'a rien à foutre. Personne n'a rien à foutre, putain. Personne n'a envie de voir ça. Et le pire du pire, en plus, le match, le ending, c'était genre Triple H qui commence à teaser le fait qu'il tourne heel face à Raw, tatati, et du coup il pedigree Kurt Angle pour donner la victoire à Shane McMahon, mais par la suite il pedigree Shane McMahon pour donner la victoire à Team Raw. Et en fait ça servait littéralement à rien en fait de faire ça. En fait, pourquoi en fait? Pourquoi il a fait ce putain de teasing à la con juste pour au final juste gagner le match pour Team Raw? Donc ça servait littéralement à rien en fait. Ce putain d'égoïste en fait il est en mode ah ben voilà j'ai créé ce teasing comme ça va donner du suspense. Allez ça y est là. Et puis par la suite Braun Strowman il a running Power Slam Triple H, c'était super. C'était tout ce qu'on demandait à ce point là. Hein. Un putain de traître, puis après d'un coup il rejoint l'équipe, genre quoi? Et puis le dernier pay-per-view de l'année c'est Clash of Champions et qui est exclusif à SmackDown. Et dans ce pay-per-view, ouais, y a rien de trop intéressant en vrai, hein. Y a vraiment rien de trop intéressant. Y a AJ Styles qui, avant Survivor Series, avait battu Jinder Mahal pour reprendre le championnat de la WWE pour la seconde fois. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu Brock Lesnar et AJ Styles. Et là, du coup, il y a un réaffrontement face à Jinder Mahal. Et AJ Styles, il le rebat. Et il y avait aussi Kevin Owens et Sami Zayn contre Randy Orton et Shinsuke Nakamura dans un match où Shane McMahon et Daniel Bryan étaient arbitres spécial et que genre si Kevin Owens et Sami Zayn ils perdaient, ben ils étaient virés de SmackDown quoi. Ou même de la compagnie, ouais. Et du coup, Sami Zayn et Kevin Owens avaient gagné vu que genre Shane McMahon et Daniel Bryan étaient en désaccord et voilà quoi. Et voilà à peu près. C'est tout de la rétrospective de la WWE en 2017. Je pense qu'il y a aussi le fait que Roman Reigns est devenu champion intercontinental vers la fin de l'année, vu qu'il avait une feud avec The Miz, et qu'il avait battu The Miz pour le championnat à Raw, comme ça. Ouais, et je pense tout ce qu'il y a à dire d'autre, en fait. Donc, ouais, pour moi, l'année 2017, c'est clairement une bonne année, pour moi. C'est vraiment une bonne année. Je mettrais l'entièreté de l'année un très bon 7,5. Et c'est pour moi une bonne année, rien que du fait qu'il y a que j'ai pris en fait 1 heure juste pour parler de l'entièreté de l'année en fait. Si je devais parler de l'année, je sais pas, 2022, bon après 2022 il y a eu une bonne année au début, puis après c'est devenu vraiment de la merde vers la suite. Mais si je devais parler de l'année 2024 par exemple, j'aurais juste à parler du build-up de WrestleMania, puis après c'est juste du néant en fait. Donc voilà, pour moi là c'est une année où il y a eu plein de choses excitantes, plein de choses intéressantes, tout le long en fait. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. ZOG vous dit de vous abonner, de partager, de commenter. Et ZOG... Ah ouais, de liker aussi. Et ZOG vous dit... à plus tard. Bref.